Alors Bertrand, je te propose de changer de chapitre. Je te propose de descendre un peu de l'alchimie, ou plutôt de remonter du cratère vers quelque chose de plus psychanalytique, avec le chapitre genre. On va commencer par la lettre I, celle de l'intelligence, mais pas n'importe laquelle, l'intelligence émotionnelle. Alors, il me semble percevoir une nouvelle difficulté à faire couple dans la jeunesse actuelle, comme un déni ou un refus de ce que le couple peut impliquer et qui semble aller de pair avec une normalisation de la vie individuelle. Le Graal, c'est l'indépendance individuelle avec son petit chez-soi. Enfin, ce que les jeunes appellent le Graal. L'engagement devient tabou et tout risque est généralement écarté. C'est pas le Graal, Est-ce une exagération de dire aujourd'hui que dans la relation avec l'autre, l'ardeur consumériste, censée répondre à l'ensemble des besoins, se substitue à la confrontation, et cela chez les hommes autant que chez les femmes? Cette position me semble facilitée par le développement des moyens modernes de communication qui encouragent le fantasme de pouvoir modeler une relation sur mesure. C'est quand on veut et comme on veut. Et du coup, l'émotionnel est vendu au rabais. Bon, ce sont effectivement des dérives et des exagérations que l'on peut observer. Dans l'ensemble, je souscris à cette analyse, sachant que quand même l'espérance romantique n'est pas tout à fait éteinte. Bon, le vertige de la rencontre, les émois des amants, tout ça, c'est comme les feuilles blanches de la salade et on laisse de côté les feuilles vertes ensuite. Le problème, c'est que en restant dans ce que tu dénonces, on remplace la connaissance de l'autre par des projections. Or, on doit tenir compte que les images qui déterminent de telles attentes, de telles rencontres, le zéro défaut, le partenaire idéal, blablabla, ne sont pas réalistes. On pourrait parler d'eugénisme imaginaire. Ça, c'est pour les plus jeunes, les hommes surtout, encore que c'est pour tout le monde. Les hommes surtout qui, de ce fait, sont condamnés à l'errance. D'une manière générale, prime la culture du narcissisme. Et comme tu l'as dit, la recherche d'un objectif précis. Beaucoup trop précis. La démarche est maîtrisée, mais on applique la rationalité à un domaine où on n'a pas grand-chose à faire. L'amour, c'est pas rationnel. Et en surestimant la rationalité, en la surutilisant, on élimine l'inattendu et ce qu'il suscite, à savoir l'émotion. Donc, ce qui voudrait remplacer l'intelligence qui consiste à accepter les hasards dans la relation, c'est une volonté de faire par laquelle on définit, on revendique son idéal indépendamment de l'autre qui doit s'y plier et lui correspondre. Les animats des hommes, de ce fait, deviennent insatiables, parce que, tels Don Juan, elles sont déçues à l'avance, ou elles ne trouvent jamais leur objet. Elles sont à fleur de peau, et les animus des femmes, sont carnassiers dans une revendication permanente. Pourtant, c'est dommage, parce que l'autre est le meilleur moyen dont on dispose pour se connaître et pour se limiter. Mais l'autre, pas ce qu'on voudrait qu'il soit. Donc, la poursuite de l'idéal
et surtout le fait d'interdire à l'autre de ne pas correspondre à cet idéal, mettent hors jeu toute intelligence émotionnelle et elles éliminent aussi toute considération de l'intériorité. L'âme n'est pas dégagée d'une subjectivité névrotique. L'autre devient un objet manipulable alors qu'il nous est indispensable. Dans le livre rouge, Jung le rappelle que cet autre nous est indispensable, cet autre, ce véritable autre. Si aucune aventure extérieure ne t'arrive, il ne t'arrivera pas non plus d'aventure intérieure. Ça, c'est pour ceux qui pensent que, en esquivant tous les périls et les frottements de la relation, ils pourront parvenir à une paix intérieure. Que nenni. Si aucune aventure extérieure ne t'arrive, il ne t'arrivera pas non plus d'aventure intérieure. Il dit aussi, la part que tu acceptes du diable, la joie que tout le monde recherche, fera en sorte que tu connaisses l'aventure. Alors pourquoi est-ce qu'il attribue ça au diable ? Bien parce que dans cette aventure, dans cette rencontre, on va être totalement remis en question. On va se tromper. On va s'égarer. Mais ça fait partie des choses inévitables. Ça fait partie de notre chemin de vie. La part que tu acceptes du diable, la joie, fera en sorte que tu connaisses l'aventure. Cela te permettra de connaître aussi bien tes limites inférieures que tes limites supérieures. Oui, il y a vraiment un domaine qui nous permet de rencontrer nos limites, c'est la relation, et notamment la relation de couple. L'autre, fatalement, dans la relation amoureuse, à un moment ou à un autre, est comme le diable. Il nous a fait miroiter un bonheur sans nuage. Ensuite, il nous rôtit dans le feu des passions déçues. Après avoir bien scié et enflammé la branche sur laquelle nous étions bien assis au-dessus des contingences. Je me souviens un jour d'avoir vu une pièce, une adaptation de Roméo et Juliette de Shakespeare. C'était à Aigues-Mortes. C'était une troupe un peu comique et à un moment donné, quand même, ils en ont marre de rester en haut de l'arbre parce qu'ils se rendent compte qu'ils ont des besoins physiques et notamment ils ont faim. Et là, tout se complique. On peut dire que l'autre diabolique correspond à un principe de joie et de contradiction. Mais seule la rencontre de l'autre, cette aventure merveilleuse et tragique, avec ses détours et ses périls, est à même de nous révéler et de nous limiter. Alors que quand on reste hors sol, c'est-à-dire dans l'imaginaire ou dans la projection, en fait, rien n'arrive. Cela dit, le diable, c'est aussi une tendance à la dissolution de notre unité, de notre équilibre. Donc la rencontre doit tout de même être vécue lucidement. La rationalité comme principe pour organiser la rencontre donne des résultats moyens, on va dire. Par contre, cette rationalité, elle reste nécessaire dans le vécu de la relation. Eros sans logos peut être extrêmement périlleux. Comme on l'a dit, les moyens modernes de communication permettent de définir a priori ce que l'on veut, et de trop bien le définir. Comme on l'a dit aussi, ces moyens permettent des rencontres extrêmement rapides et surtout trop faciles.
le mâle n'a pas besoin de se pavaner, de faire la roue et de changer de couleur pour séduire la femelle, puisque ça se passe autrement. Ce que je dis n'est pas tout à fait vrai d'ailleurs. Bon. Mais de ce fait, comme les rencontres se déroulent trop rapidement, le jeu des projections reste à un très très haut niveau d'intensité. Et donc, lorsque le réel remplace l'imaginaire, des déceptions inévitables s'ensuivent. D'autant que ces projections peuvent correspondre, notamment chez des femmes affligées d'un animus joufflu, à un procès du passé, plutôt qu'à l'espérance d'une relation harmonieuse. Et tout ça va scléroser les possibilités de reconnaissance réciproque. Tout ça va congeler l'intelligence émotionnelle. Voilà, bon, qu'est-ce qu'on peut dire de plus que se posera toujours le problème de ce qu'on appelle dans notre jargon l'anima négative et l'animus négatif. C'est-à-dire que les dynamiques animus-anima qui devraient pousser à la différenciation de ce que nous sommes ou de ce que nous pourrions être vont rester prisonnières dans des complexes parentaux, familiaux, sociétaux, etc. Oui, si l'émotion que suscite l'autre n'est pas lavée de l'interférence des complexes parentaux, comme tu dis, si la triangulation oedipienne reste défectueuse, cette émotion, l'intelligence émotionnelle dont on parle, se dessèche dans une sorte de relation incestueuse, et l'on constate que cela ne profite nullement à la libido. Oui, bon, bien sûr, à trop demander à l'autre de jouer le rôle du père ou de la mère, on ne suscite pas son désir, ni le nôtre d'ailleurs, car on finit par avoir l'impression que cet autre n'est pas une source de renouvellement. Bon, les difficultés que tu soulignes ont trait en général à la distorsion entre ce que chacun attend de l'autre, projette sur l'autre, de ce qu'il ou elle peut ou veut offrir. Apportons quelques éléments qui concernent l'intelligence de la relation et situons-nous, pour l'énoncé, sur le versant masculin. Mais les mêmes choses valent sur le versant féminin. Pour un homme, la relation avec sa partenaire, compagne ou épouse relève de la quadrature du cercle. Comment être dans une présence sensible et une ouverture confiante et respectueuse, tout en gardant à l'esprit que dans une telle relation, il y a au moins 4 personnages en présence. Il y a elle, il y a lui, et il y a la contrepartie sexuée ou la présence complémentaire d'une âme ou d'un esprit à l'intérieur de chacun. L'anima, c'est une présence, c'est une femme à l'intérieur de l'homme. L'animus, c'est un homme à l'intérieur de la femme, ou une image d'homme. Bon. Donc ça fait 4. Si on n'était que 2, ce serait très simple. Et en analyse, on va beaucoup s'intéresser au croisement de ces différentes relations, et ces différentes relations. Comment je me situe avec l'animus de cette femme, et pas seulement avec elle. Souvent, on confond, mais il ne faudrait pas confondre. Et réciproquement, comment, en tant que femme, je me situe en face de l'anima du monsieur. Comment je supporte ces états émotionnels. Je veux bien qu'il conduise la voiture, qu'il rapporte de l'argent, qu'il danse avec moi. Mais est-ce que je suis d'accord pour que de temps en temps,
il y ait des réactions féminoïdes. Et comment je me situe face à ça? De même, j'apprécie sa souplesse, j'apprécie sa fantaisie, j'aime cette femme, mais bizarrement, elle a des raisonnements où elle est dure en affaires. Comment je me situe face à ça? Donc, et puis ensuite, peut-être que mon anima, qui est libertaire, fantasque, volage, ne supporte pas son état d'esprit, son animus qui est raide, conformiste, etc. Bon. Enfin, l'expérience nous engage à respecter et à nous méfier de ces doubles qui jouent leur jeu propre, dont les manigances sont certaines, et dont les éruptions sont imprévisibles. Parce que animus comme anima, ils veulent toujours avoir raison, ils se mettent en colère, et ils créent des cataclysmes. En clair, l'intelligence émotionnelle, ça doit s'appuyer sur une connaissance minimale de ce que sont animus anima et de leur dynamique. Et il importe de se distinguer de nos affects comme de nos pensées. Et il importe de savoir qu'est-ce qui agit et qu'est-ce qui parle en nous et à travers nous. Et il importe de savoir que les images et les opinions que l'on cultive finissent par nous dominer, qu'on en est l'objet et le jouet. Et il importe aussi de se défier des modes d'ordre, ou des habituels constats désabusés d'une irréductible opposition entre les genres. Est-ce que le jeu des projections ne serait-il pas encore plus fort qu'avant? Plus fort, oui. C'est ce que pensait Jung et l'idée sera reprise par certains de ses successeurs. Animus et anima étaient autrefois projetés sur Dieu. C'est avec lui que se confondaient l'esprit, la vérité, ou bien sur la Vierge Marie qu'il suffisait de vénérer. Elle était l'âme, il n'y avait pas à y toucher. Alors qu'aujourd'hui, il faut se les coltiner, animus et anima, parce qu'ils ne sont plus projetés sur des images divines, ils sont projetés sur l'autre. Encore un mot de l'animus. Disons qu'il devrait être éprouvé comme un esprit, c'est un esprit, d'ailleurs très ambivalent, à l'intérieur de la femme, qui peut l'inspirer, mais dont elle doit se distinguer car il est très puissant. Alors qu'autrefois, la vérité était bien établie, constituée en objet de croyance. Maintenant, elle doit être trouvée. C'est ça le rôle de l'animus aussi. L'animus, c'est une femme, il doit être au service de la recherche de la vérité. Cela dit, comme il ne fonctionne pas toujours très bien, il perturbe une expression féminine, il emprisonne la femme dans des opinions, il peut faire des tas de choses désagréables. Bon. L'anima, donc l'âme, c'est une force de vie puissante, inspirante à l'intérieur de l'homme. Ce n'est pas une pure et généreuse gentillesse et sensibilité. Alors, l'homme doit respecter l'anima à l'intérieur de lui, mais il doit aussi s'en distinguer. Il doit aussi s'en distinguer parce que si elle est trop puissante, l'homme ne trouvera jamais la compagne avec laquelle partager sa vie. Ou il trouvera, ou bien elle aura à souffrir de la force de son anima. Bon, tout ça est un peu
à peine défriché, hein, Animus et Anima, je renvoie au livre sur la question, mais disons, il faut comprendre l'animus comme un esprit à l'intérieur de la femme, et l'anima comme une présence très vivante et très charnelle aussi à l'intérieur de l'homme. Voilà, notamment, on peut dire beaucoup d'autres choses.